D'ailleurs, Stéphane? Je vais dire un épicurien, mais forcément, oui, ça fait 13 ans maintenant, donc j'ai appris le métier. Je pense, en tout cas, être animateur. Oui, je l'ai aimé, et je crois que je l'aime encore. En l'espace d'une seconde, ces mots ont traversé le plateau comme une déflagration silencieuse. Ce n'était pas une réplique préparée, pas une blague, pas une confidence légère, c'était une vérité brute, arrachée du plus profond d'un homme qui depuis 20 ans n'avait jamais laissé paraître autre chose qu'un sourire impeccable. Et ce soir-là, devant des millions de Français, ce masque si solide a fini par se briser. Les projecteurs continuaient de briller, mais quelque chose s'était effondré dans l'air. On aurait dit que même les caméras retenaient qu'un leur souffle. Karine Le Marchand, pourtant habituée aux émotions fortes, a reculé légèrement dans son fauteuil, déstabilisée par la puissance de cet aveu. Le public, lui, s'est pétrifié. Plus un bruit, plus un souffle, comme si tout le plateau s'était figé dans une parenthèse hors du temps. Et au centre de ce silence, il y avait lui, Stéphane Plaza, pas le clown télévisuel que la France aime tant, pas le roi de l'immobilier, maître des blagues improvisées et des gaffes attendrissantes. Non, devant nous, il n'y avait qu'un homme nu, fragile, perdu dans un souvenir qu'il tentait depuis des années d'enterrer. Ses yeux s'étaient embués, ses lèvres tremblèrent à peine, on sentait qu'il luttait, qu'il avait tenté, peut-être 1000 fois, de garder ce secret enfoui. Mais à 50 ans passés, il ne pouvait plus. Pas ce soir, pas après cette question que Karine lui avait posée d'une voix douce, mais implacable. « Ah Stéphane, tu as aidé tant de gens à trouver une maison. Mais toi, as-tu trouvé la tienne? As-tu vraiment aimé ?» C'est cette dernière phrase, simple, presque banale, qui a tout déclenché. Il aurait pu détourner la question, lancer une blague, s'en sortir comme toujours. Mais non, quelque chose en lui avait cédé. L'homme que des millions de téléspectateurs croyaient connaître venait soudain d'avouer qu'il avait vécu un amour interdit. Un amour qu'il avait façonné, détruit, reconstruit, puis hanté pendant plus de 10 ans. Et cet aveu, si déchirant, n'était pas seulement une déclaration d'amour, c'était un cri, un appel à l'aide, une délivrance. Dans les foyers français, les réactions furent identiques. Stupeur, émotion, un frisson glacé courant dans le dos, car on comprenait immédiatement que cette phrase n'était pas anodine, qu'elle portait un poids, une histoire lourde, enfouie, jamais racontée. Une histoire qui avait dû coûter cher, trop cher. Plaza inspira profondément comme si l'air lui manquait, ses mains posées sur ses genoux semblaient chercher un point d'ancrage, et ses yeux, lorsqu'il releva le regard, n'étaient plus ceux de l'animateur solaire. Ils étaient ceux d'un homme qui avait trop longtemps traîné derrière lui un chagrin invisible. Il savait qu'il venait d'ouvrir une porte qu'il n'avait plus la force de refermer, et nous, spectateurs, nous savions que ce que nous allions entendre ensuite ne serait pas une anecdote légère ou une romance banale. Non. C'était autre chose. Quelque chose de profondément humain, douloureux, intime. Une vérité que l'on ne partage que quand le silence devient trop lourd à porter. Ce soir-là, Stéphane Plaza n'a pas seulement bouleversé un plateau télévisé. Il a bouleversé toute une nation, car chacun de nous, en entendant ces mots, a ressenti quelque chose de familier. Un regret, un amour perdu, une histoire qu'on n'a jamais osé vivre pleinement. Et ce n'était que le début. Derrière cette phrase « Je l'aime encore », se cachait un récit que personne n'aurait imaginé, un passé marqué par la douleur, la solitude, mais aussi par une rencontre qui allait transformer sa vie à jamais. On l'a toujours connu ainsi, énergique, drôle, imprévisible, courant d'une pièce à l'autre avec son éternel fou rire. Pour des millions de téléspectateurs, Stéphane Plaza, c'est la bonne humeur incarnée, un rayon de soleil qui débarque dans les salons français, prêt à transformer une maison, et parfois une vie. Mais ce que personne ne voyait, c'est que derrière ce rire contagieux, un autre homme existait, plus fragile, plus fatigué. Un homme que la lumière des projecteurs aveuglait autant qu'elle le consumait. À force d'être l'homme qui rend tout le monde heureux, il avait oublié comment se rendre heureux lui-même. On ne s'en rendait pas compte, mais son visage portait parfois cette ombre fugace, ce voile discret qui traversait son regard quand il pensait que la caméra était loin. Une fraction de seconde, une fissure dans la façade. Puis, aussitôt, la blague revenait, la posture se redressait, et le Plaza Show reprenait, comme si de rien n'était. Les tournages s'enchaînaient sans répit. Des journées de 15 heures, des villes différentes chaque semaine, des nuits dans des chambres d'hôtel impersonnelles où le silence devenait assourdissant. Le soir, quand la porte se referme et que le bruit s'arrête, c'est là que je me sens le plus seul.
avait-il confié un jour presque à voix basse, comme s'il avait honte d'avouer ce vide. Et puis il y a eu la maladie qui a emporté sa mère, celle qui était son pilier, sa boussole, la femme qui croyait en lui quand personne ne misait sur le gamin maladroit qu'il était. Voir cette mémoire se dissoudre jour après jour fut une torture lente. Quand elle a commencé à m'oublier, j'ai eu l'impression de disparaître avec elle, murmura-t-il une fois dans une interview restée presque inconnue. Cette phrase, personne ne l'a vraiment retenue à l'époque, mais elle disait tout. Ce traumatisme l'a marqué au fer rouge. Non seulement il perdait sa mère, mais il perdait la dernière personne devant qui il n'avait pas besoin de jouer. C'est peut-être là que le masque s'est figé plus solidement que jamais. L'homme public a pris le dessus sur l'homme privé. Il devait être fort, amusant, lumineux, car c'est ce qu'on attendait de lui. Et la douleur, elle, a été soigneusement rangée dans un coin de son cœur, juste assez loin pour qu'on ne l'entende pas crier. À cela s'ajoutaient les douleurs physiques, son dos, ses genoux, les années de tournage intenses qu'il avait usées. Il dormait mal, mangeait vite et courait toujours après l'agenda chargé de quelqu'un qui préférait s'épuiser plutôt que réfléchir. Car réfléchir, c'était risquer de tout ressentir. Et il ne s'en sentait plus capable. Ceux qui ont approché Stéphane de près pendant cette période l'ont remarqué. Il parlait, plaisantait, riait, comme toujours, mais parfois, juste après un éclat de rire, son visage retombait un peu trop vite. Comme si, une fois la blague lancée, il revenait brutalement à une réalité qu'il tentait désespérément d'oublier. Il vivait dans un paradoxe constant. Plus il faisait rire la France, plus il souffrait en silence. À force de travailler sans relâche, il avait fini par se perdre. Il ne savait plus vraiment qui il était lorsqu'il n'était plus Stéphane Plaza de la télévision. Il y avait le professionnel, brillant, adoré, et il y avait l'homme, épuisé, cabossé, en quête d'une présence, d'une main, d'un regard qui le reconnaîtrait enfin pour ce qu'il était réellement. Un être humain, simplement. Personne, absolument personne, n'aurait pu imaginer que derrière la star pétillante se cachait un cœur fracturé, un cœur encore plus fragile qu'on ne l'imaginait. Et pourtant, c'est précisément dans cette période de fragilité extrême que le destin allait frapper. Sans prévenir, sans logique, sans pitié. Car c'est au moment où Stéphane Plaza touchait le fond, rongé par la fatigue et la solitude, qu'elle est entrée dans sa vie. Elle, Élise, la femme qui allait tout bouleverser. Ironiquement, la plus grande histoire d'amour de sa vie n'a pas commencé dans un restaurant romantique, ni lors d'une soirée mondaine, ni même sur un tournage. Non, elle a commencé dans un lieu banal, presque gris, où personne ne s'attend à croiser son destin. Une salle de kinésithérapie. Ce jour-là, Stéphane était venu pour soigner ce dos qu'il faisait souffrir depuis des mois, une douleur sourde, persistante, symbole parfait de ce qu'il portait en silence. La salle d'attente sentait le liniment et les magazines froissés datant d'une autre époque. Le tic-tac d'une horloge fatiguée rythmait les minutes. Rien, absolument rien ne laissait présager ce qui allait se produire. Et puis, il y a eu ce regard. Elle était là, assise en face de lui, pas maquillée, pas apprêtée, pas entourée du moindre halo artificiel. Une femme simple, calme, presque invisible au premier abord. Elle s'appelait Élise, un prénom doux, limpide, qui glissait dans l'oreille comme une caresse. La première chose qu'il a remarquée chez elle, ce n'était ni sa tenue, ni son allure. C'était sa présence. Une sérénité discrète, une lumière silencieuse, comme si rien ne semblait pouvoir la brusquer. Et pourtant, derrière cette tranquillité apparente, il y avait, dans ses yeux, quelque chose de profondément familier, une blessure semblable à la sienne. Leurs regards se sont croisés une seule fois, une seconde à peine. Mais parfois, une seconde suffit pour reconnaître une âme cabossée comme la vôtre. Stéphane racontera bien plus tard, la voix brisée. « Je suis venu pour une douleur au dos, et je suis reparti avec une douleur au cœur que je n'avais pas prévue. » C'était dit. Ce jour-là, quelque chose en lui avait basculé. Ils ont échangé quelques mots, d'abord banals, presque timides. Un sourire. Un commentaire sur l'attente interminable. Puis un éclat de rire, à moitié sincère, à moitié nerveux. Ce n'était rien, mais c'était déjà tout. Car dans cette salle d'attente, où il ne se passait jamais rien, Stéphane s'est senti vu. Pas reconnu comme le Plaza de la télé. Pas applaudi, pas jugé, pas observé, vu, comme un homme. Un homme fatigué, meurtri, mais encore capable d'aimer.
Et Élise, elle, la regardait ainsi, avec douceur, avec prudence, avec ce regard que seuls ceux qui ont souffert savent offrir. Lorsque son nom a été appelé par le kiné, il s'est levé, mais quelque chose en lui restait assis à côté d'elle. Il y a des rencontres qui vous effleurent et d'autres qui vous transpercent. Celle-ci le transperça. Pendant des jours, il n'a pensé qu'à elle, à son regard, à la façon dont elle avait incliné légèrement la tête en souriant, à ce calme rassurant qu'elle dégageait, à cette sensation étrange d'avoir enfin trouvé quelqu'un qui comprenait ses silences. Et puis, quelques jours plus tard, il l'a revue, par hasard, dans la même salle d'attente. Était-ce vraiment un hasard, ou bien la vie avait-elle décidé qu'il avait suffisamment souffert pour mériter une étincelle? Cette fois-là, ils ont parlé plus longtemps, de leur vie, de leur douleur, de leur nuit blanche. Élise ne ressemblait à aucune femme qu'il avait rencontrée auparavant. Elle ne cherchait rien, ne demandait rien. Elle écoutait. Et dans cette écoute, Stéphane a trouvé un refuge qu'il ne soupçonnait plus possible. Mais ce havre de paix avait un prix qu'il n'allait découvrir que trop tard. Car lors de leur troisième rencontre, alors que Stéphane osait enfin imaginer une forme de lumière après des années de grisaille, Élise a prononcé une phrase qui allait tout changer. « Je dois te dire quelque chose, je suis mariée. » Le monde de Stéphane s'est écroulé en silence. Soudain, tout prenait sens. Sa réserve, ses hésitations, cette pudeur dans son regard. La lumière qu'il avait vue en elle n'était pas disponible. Elle appartenait déjà à une autre vie. Il aurait pu fuir, il aurait dû peut-être, mais l'amour, le vrai, ne demande pas la permission. Il s'impose, il s'enracine, et il détruit toujours un peu sur son passage. Ce jour-là, Stéphane a compris deux choses. Élise n'était pas libre, mais il ne pourrait plus se détacher d'elle. Ce qui aurait dû rester une rencontre passagère allait devenir l'amour le plus beau, le plus sincère, et le plus douloureux de toute son existence. Ils auraient dû s'arrêter là. Une rencontre charmante, un frisson, puis la vie qui reprend son cours. C'est ce que raisonnait la logique, la morale, la prudence. Mais l'amour, le vrai, celui qui arrive une seule fois dans une vie, ne connaît ni prudence ni logique. Et lorsque Élise a avoué qu'elle était mariée, Stéphane n'a pas reculé. Au contraire, c'est précisément à cet instant que tout a commencé. Les jours suivants, il a essayé de l'oublier. Il s'est jeté dans le travail avec la frénésie qu'on lui connaît. Tournage, déplacement, blagues improvisées, énergie débordante. Tout pour masquer ce qui battait dans sa poitrine. Mais chaque nuit, en fermant les yeux, ce n'étaient pas les maisons à rénover qui lui revenaient en tête. C'était elle. Son sourire discret. Ses yeux pleins de douceur. Et ce silence gêné qu'elle avait eu, ce silence qui disait sans dire « je ressens quelque chose moi aussi ». Un soir, après un tournage particulièrement long, il s'est surpris à marcher sans s'en rendre compte, comme poussé par une force invisible, jusqu'à cette même salle de kinésithérapie. Elle n'était pas là, évidemment, mais l'espace même semblait encore chargé de sa présence. Il a compris alors que ce qu'il ressentait dépassait le simple trouble passager. Élise était entrée dans sa vie comme une évidence interdite. Quelques semaines plus tard, ils se sont recroisés par hasard. Une coïncidence ou ce destin têtu qui refuse de lâcher prise? Cette fois-là, ils ont parlé longtemps, vraiment longtemps, dans un café discret, à l'abri des regards, où personne ne reconnaissait Stéphane. Ils ont évoqué leur vie, leurs peurs, leurs regrets, leurs blessures, et surtout, leur solitude. Car Élise, malgré son mariage, portait elle aussi un vide qu'elle n'avait jamais avoué à personne, un vide que Stéphane, étrangement, comblait sans effort. Très vite, leurs rencontres se sont multipliées, toujours clandestines, toujours furtives. Des balades dans des petites rues anonymes, des cafés à l'aube, avant que la ville ne s'éveille, des conversations à cœur ouvert dans une voiture garée à l'écart, phares éteints, comme deux adolescents cachés du monde. Il n'y avait pas de photos, pas de selfies, pas de messages compromettants, seulement deux êtres humains qui tentaient de retenir le temps, sachant très bien qu'il leur glissait entre les doigts. Et pourtant leur complicité était d'une intensité rare. Élise était la seule devant qui Stéphane n'avait pas besoin de jouer. Elle voyait l'homme derrière la vedette, le fils blessé derrière l'animateur drôle, l'être vulnérable derrière le personnage public. Avec elle, il pouvait respirer, exister, être lui-même. Mais dans chaque moment de bonheur, il y avait une ombre lourde, l'ombre du mensonge, l'ombre du foyer qu'Élise protégeait, l'ombre de cet amour impossible à assumer à la lumière du jour.
Il vivait une passion belle, sincère, mais condamnée dès le premier regard. Et un jour, l'inévitable est arrivé. Élise a décidé d'arrêter. Pas par manque d'amour, pas par lassitude, mais par devoir, par peur de détruire une famille entière. Elle lui a annoncé dans un souffle tremblant qu'elle devait partir, quitter la France, reprendre sa vie là où elle l'avait laissée, sauver ce qui pouvait encore être sauvé. Stéphane est resté silencieux. Il n'a pas essayé de la retenir. Il savait que la retenir, c'était briser des vies. Alors il l'a laissée partir, sans cri, sans reproche, sans drame. Mais à l'intérieur, il s'est écroulé. Cette séparation a été pour lui une déflagration silencieuse, un arrachement, un deuil. Les mois suivants, il s'est noyé dans le travail. Tournage après tournage, maison après maison, rire après rire, comme pour recouvrir son chagrin d'une peinture fraîche, mais rien ne pouvait masquer l'absence d'Élise. Chaque plateau de télévision lui rappelait sa solitude. Chaque nuit d'hôtel lui rappelait le vide qu'elle avait laissé. Il essayait d'aimer ailleurs, de tourner la page, de reprendre le contrôle de sa vie, mais dans ses rêves, c'était toujours Élise qui revenait, toujours, implacablement. Cet amour interdit n'était pas seulement un secret, c'était une blessure ouverte qui saignait encore 10 ans plus tard. Et pourtant, le destin n'en avait pas fini avec eux. 10 ans avaient passé. 10 ans de silence, de nuits blanches, de faux sourires, de tentatives maladroites pour reconstruire une vie qui, au fond, ne voulait plus vraiment être reconstruite. Et puis, un matin ordinaire, alors que Stéphane feuilletait distraitement son téléphone entre 2 tournages, un message est apparu, 4 mots, simples, mais capables de fissurer le mur qu'il avait mis des années à ériger autour de son cœur. Je pense toujours à toi. Il est resté immobile, comme si le temps avait décidé de s'arrêter juste pour lui. Ce prénom, Élise, qu'il n'osait plus prononcer, qu'il avait presque peur de penser, revenait soudain frapper à la porte. Il n'a pas réfléchi, il n'a pas pesé les conséquences, il a simplement senti son cœur reprendre un rythme qu'il croyait oublié. Quelques heures plus tard, il montait dans un train, direction le sud, direction le lieu où il s'était vu pour la dernière fois, là où elle lui avait dit adieu. Il ne savait pas si elle viendrait, il ne savait même pas ce qu'il espérait réellement. Il voulait juste la revoir. Une fois encore, pour comprendre, pour respirer. Dans le parc où ils s'étaient séparés des années plus tôt, elle était là. Élise. Le temps avait marqué son visage, adouci ses traits, donné à son regard une mélancolie nouvelle, mais dans leurs yeux, rien n'avait changé. Rien. Ils ne se sont pas précipités l'un vers l'autre. Ils ne se sont pas embrassés, ni enlacés. Ils se sont simplement regardés. Longtemps. Comme si chaque seconde passée séparée devait être réparée par ce silence-là. Ils ont parlé. De leur vie, de leurs regrets, de ce vide qui n'était jamais vraiment parti. Elle n'avait plus les réponses, lui non plus. Il n'y avait ni promesse, ni futur, ni plan, seulement cette évidence, quelque chose en eux survivait, malgré les années, malgré la distance, malgré la raison. Stéphane est rentré chez lui transformé, pas soulagé, pas euphorique, mais en paix, pour la première fois depuis longtemps, comme si cette rencontre avait fermé une plaie qui saignait trop longtemps. Alors, lorsqu'il s'est retrouvé sur ce plateau télé, quelques semaines plus tard, face à Karine Le Marchand, face au public, face à la France entière, il a senti que le moment était venu. Il ne pouvait plus se cacher, il ne voulait plus. Et la phrase est sortie, pure, vraie, sans calcul. Oui, je l'ai aimé, et je crois que je l'aime encore. Ce n'était pas une déclaration pour créer le buzz, c'était une délivrance, une libération, la fin d'un long combat intérieur. Au même instant, des milliers de téléspectateurs se sont reconnus dans ces mots. Un amour perdu, un regret étouffé, un silence trop lourd. Et pour la première fois, peut-être, Stéphane Plaza n'était plus seulement un animateur. Il était un homme qui disait la vérité, un homme qui tombait le masque pour mieux se relever. Depuis cette confession bouleversante, quelque chose a changé dans le regard de Stéphane Plaza. Ce n'est pas une transformation spectaculaire, pas un nouveau personnage médiatique, encore moins une reconstruction calculée. Non, c'est une lueur discrète, presque fragile, mais profondément réelle. Comme si, après avoir porté pendant trop longtemps un poids invisible, il avait enfin posé ce fardeau au sol. Sur les plateaux télé, on le voit différemment, pas seulement comme le présentateur drôle et attachant que la France connaît, mais comme un homme qui ose montrer ses failles, ses cicatrices, ses pertes et surtout son humanité.
Ce qui a le plus surpris, c'est l'écho immense que cette confession a eu dans tout le pays. Dans les jours qui ont suivi, les réseaux sociaux ont été inondés de messages de gratitude. Des femmes et des hommes de tous âges lui ont écrit pour dire combien son courage avait réveillé en eux quelque chose de profondément enfoui. Une femme de 68 ans. Merci de m'avoir rappelé que l'amour peut renaître. J'ai appelé l'homme que j'aimais il y a 40 ans. Un homme de 45 ans. J'ai enfin trouvé la force d'avouer mes sentiments à quelqu'un après 20 ans de silence. Ce que Stéphane avait vécu n'était plus seulement son histoire. C'était devenu une histoire collective, un miroir tendu au visage de tous ceux qui avaient aimé sans jamais oser le dire. Son aveu avait ouvert une brèche dans laquelle chacun pouvait déposer ses regrets, ses espoirs, ses douleurs. Et lui, il avançait différemment. Pas plus fort, pas plus courageux que les autres, mais plus libre. Il avait cessé de fuir son reflet. Il avait compris que les maisons qu'il rénovait n'étaient pas les seules à avoir besoin d'être réparées. Son propre cœur avait attendu trop longtemps qu'on s'occupe de lui. Ce qu'il a dit ce soir-là n'était pas un scandale ni un secret honteux. C'était une vérité humaine, simple, universelle. Il n'est jamais trop tard pour aimer. Il n'est jamais trop tard pour dire la vérité. Et cette phrase-là, plus que tout, résonne encore aujourd'hui dans l'esprit de ceux qui l'ont entendue. Car elle nous touche là où nous sommes tous vulnérables, dans nos sentiments tus, nos amours inachevés, nos regrets jamais exprimés. Alors oui, cette histoire avec Élise n'est pas un conte de fées. Il n'y a pas de finale hollywoodien, pas de promesse d'avenir, mais il y a quelque chose de plus précieux, une sincérité radicale, un amour qui a survécu aux années, aux distances et au silence, un amour discret, imparfait, mais vrai. Et peut-être que c'est ça la plus belle leçon. Non pas qu'il faut retrouver un amour perdu, mais qu'il ne faut plus jamais avoir peur d'aimer, même tard, même blessé, même dans l'ombre. À votre place, si la personne que vous avez aimée il y a 10, 20 ou 30 ans revenait soudain dans votre vie, auriez-vous le courage de lui dire ce que vous ressentez encore ? Pensez-y, parce que parfois, une simple phrase peut changer tout un destin. Si le récit de Stéphane vous a touché, si vous vous êtes reconnu dans un seul fragment de cette histoire, likez cette vidéo pour soutenir notre travail. Partagez-la, peut-être qu'elle donnera du courage à quelqu'un. Abonnez-vous à la chaîne pour ne jamais manquer d'autres récits profondément humains, d'autres confessions, d'autres vérités qui méritent d'être entendues. Et surtout, laissez un commentaire. Quelle est la phrase que vous n'avez jamais osé dire ?